bienvenue dans notre exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'intéresse à Marcus Garvey, une figure vraiment fascinante, mais aussi, il faut le dire, très controversée, du début du XXe siècle. Oui, un homme qui a eu un impact énorme juste après la Première Guerre mondiale. Il a vraiment galvanisé les communautés noires partout dans le monde. C'est ça, avec cette idée de fierté, d'autonomie économique et même de retour en Afrique. Son organisation, l'UNIA, a brassé énormément de monde et d'argent, plus que tout autre avant, non? Exactement, l'Universal Negro Improvement Association. Un phénomène assez unique en son genre. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre clé, Black Moses, de David Cronon. L'idée, c'est de cerner l'homme, son mouvement incroyable, ses rêves un peu fous comme la Black Star Line. Hmm. Et aussi ces échecs qui ont été assez cuisants, il faut bien le dire, et voir ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui. Voilà. Bon, alors commençons par le commencement. Qui était ce Marcus Garvey? D'où venait-il? Alors, Marcus Garvey est né en Jamaïque en 1887. Il a grandi dans un contexte colonial britannique, très marqué par les questions de couleur de peau, de classe sociale, même à l'intérieur de la communauté noire en fait. D'accord. Et niveau éducation? Il était en grande partie autodidacte. Son père était maçon, passionné de lecture, mais apparemment assez distant. Sa mère, plus proche, plus religieuse. Lui, il a dévoré les livres et il a très vite montré un don pour parler en public, l'art oratoire. Cronan raconte une anecdote assez marquante de son adolescence, non? Vers 14 ans. Ah oui, tout à fait. Une histoire avec une amie d'enfance, Blanche, fille de pasteur. Un jour, elle lui dit qu'ils ne peuvent plus se voir. La raison, Paulo Negro. Waouh! Ça a dû être un choc. Selon Garvey lui-même, ça a été sa première confrontation vraiment directe et douloureuse avec le racisme, la barrière de couleur. Et ça l'a marqué à vie. Et comment ça a influencé la suite? Ses voyages, par exemple? Ça a été crucial, surtout quand on ajoute ses expériences un peu plus tard. Il voyage en Amérique centrale, il bosse comme chronométreur pour la United Fruit Company au Costa Rica. La fameuse United Fruit. Oui. Et là, il voit de près l'exploitation des travailleurs noirs, souvent des immigrés jamaïcains comme lui, que ce soit sur les plantations ou sur le chantier gigantesque du canal de Panama. Il constate l'injustice, quoi. L'injustice et surtout l'indifférence totale des autorités coloniales. Il essaye même d'alerter le consul britannique à Limon sur le sort de ses compatriotes. Sans aucun résultat. Et donc, il en tire une leçon assez radicale. Oui, c'est là qu'il forge sa conviction. Les Noirs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Personne d'autre ne les aidera. C'est cette idée-là qui le pousse, quand il rentre en Jamaïque en 1914, à créer l'UNIA, la Universal Negro Improvement Association. Avec Amy Ashwood, c'est ça, sa future première femme? Exactement. Et leur slogan, dès le début, il est très clair. One God, one aim, one destiny. Un Dieu, un but, une destinée. Ça pose les bases. Et 2 ans plus tard, hop, il débarque aux États-Unis, en 1916. Le timing est particulier, non? Ah oui, le timing est clé pour comprendre son succès là-bas. C'est un moment de bouillonnement intense. On est en pleine grande migration. C'est-à-dire? Des centaines de milliers de Noirs américains qui quittent le Sud, la ségrégation, la violence, pour chercher du boulot et une vie meilleure dans les villes du Nord. Mais évidemment, ils y trouvent aussi le racisme, la précarité. Et les tensions après la guerre? L'été rouge de 1919? Exactement. Les soldats noirs reviennent d'Europe, où ils se sont battus soi-disant pour la démocratie, et ils sont accueillis par une vague de violence raciale incroyable. Les émeutes de l'été rouge, la renaissance du Ku Klux Klan qui devient puissant même dans le Nord. Il y a une vraie désillusion. Et c'est là qu'il arrive à Harlem. Voilà. Et Harlem, à ce moment-là, c'est le cœur battant de la culture et de la vie noire américaine. Un mélange incroyable de Noirs du Sud, d'immigrés des Caraïbes comme Garvey, d'intellectuels, d'artistes. C'est la renaissance de Harlem qui commence. Un terrain fertile donc pour son message. Extrêmement fertile. Toutes ces frustrations, ces espoirs, cette quête d'identité. Le message de Garvey tombe à pic. Et c'était quoi, au juste, ce message qui a tant parlé aux gens? C'était un message très direct, très puissant. Il disait aux Noirs, « Votre couleur de peau, ce n'est pas une honte, c'est une fierté. C'est le symbole d'une histoire riche, de grandes civilisations africaines. » Up, you mighty race. C'était ça son cri de ralliement? C'est ça. Debout, race puissante. Ça a électrisé les foules. Et puis, il y avait le concret. L'autosuffisance économique, créons nos propres entreprises, et surtout, cette vision panafricaine. Racheter l'Afrique? Construire une grande nation noire là-bas?
Oui, l'idée que tous les Africains et leurs descendants formaient un seul peuple avec une destinée commune, s'unir pour libérer l'Afrique du colonialisme et y bâtir quelque chose de grand. C'était très ambitieux, mais ça répondait à un besoin profond d'unité. Et puis, il avait le style, hein, un orateur incroyable, capable de parler aux gens simples, aux masses que les élites intellectuelles ignoraient un peu. Du coup, l'UNIA a explosé, des sections partout, aux US, dans les Caraïbes. Et pour faire passer le message, il a utilisé la presse. C'est fondamental, ça. Ah oui, le Negro World, lancé en 1918, c'était plus qu'un journal, c'était vraiment le lien entre toutes les sections de l'UNIA. On y trouvait quoi, entre autres? Des nouvelles locales, des éditos de Garvey souvent très enflammés, des articles sur l'histoire noire, et chose importante, il y avait des sections en espagnol, en français, pour toucher toute la diaspora. Et surtout, le courrier des lecteurs, des lettres du monde entier. Ça crée un vrai sentiment de communauté globale. Venons-en maintenant à son projet peut-être le plus emblématique et le plus problématique aussi, la Black Star Line. C'était quoi l'idée de départ? L'idée était folle pour l'époque, mais géniale en un sens. La Black Star Line, lancée en 1919, ça devait être une compagnie maritime entièrement noire, financée par les Noirs, gérée par les Noirs, pour les Noirs. Dans quel but exactement? Double objectif. D'abord, le commerce. Relier les communautés noires des Amériques, des Caraïbes et d'Afrique pour qu'elles fassent du business entre elles, sans passer par les Blancs. Et puis, bien sûr, le côté logistique du retour en Afrique. Avoir des bateaux pour ça. Et les gens ont suivi. Ils ont mis de l'argent. Énormément. L'UNIA a vendu des actions de la BSL à 5 $ pièce. C'était pas rien pour un ouvrier noir à l'époque, mais l'enthousiasme était tel. Cronon parle de plus de 600 000 $ levés la première année. C'était fou. Les gens achetaient un rêve, en fait, plus qu'une action boursière classique. C'est tout à fait ça. Ils investissaient dans un symbole de fierté, d'autonomie. Un projet collectif incroyable. Mais c'est là que les choses commencent à déraper sérieusement. La gestion de la compagnie? Oui. Sur le papier, c'était magnifique. Dans la réalité, une catastrophe. Cronon y décrit ça très bien. Garvey et son équipe, ils avaient une vision, une ambition énorme, mais zéro expérience en affaires maritimes, en gestion d'une boîte de cette taille. Ils achètent des bateaux quand même. Oui, mais alors? Des vieux rafiaux, souvent en piteux état, pas du tout adaptés, et surtout, achetés à des prix délirants, même en tenant compte de l'inflation de l'époque. On a des exemples concrets de ce gâchis. Oh que oui. Prenons le Yarmouth, rebaptisé Frédéric Douglass, un cargo de 32 ans, acheté une fortune. Ou le Kanawha, un yacht de luxe transformé, acheté 60 000 $ alors qu'il valait peut-être 10 000, et qui va coûter plus de 130 000 $ en réparation en 18 mois. Pour quasiment aucun revenu en face, j'imagine. Exactement. Quelques milliers de dollars de revenus opérationnels à peine pour les Kanawha. Et je ne parle pas du Shadside, un petit bateau fluvial qui a carrément coulé dans l'Hudson. Le schéma est toujours le même. Achat hors de prix, réparation sans fin, revenus quasi nuls. Et l'exploitation des navires eux-mêmes, ça fonctionnait? Pas vraiment, non. C'était l'incompétence à tous les étages. Des capitaines embauchés, virés, des pannes mécaniques tout le temps. Il y a cette histoire incroyable d'un ingénieur qui utilise de l'eau salée dans les chaudières. Des dégâts énormes. Et la gestion financière? Chaotique, c'est le mot. Au début, quasiment pas de compta. Impossible de savoir où allait l'argent. Et puis, il y a eu des soupçons de malhonnêteté, de détournement par certains employés ou intermédiaires. Les dettes s'accumulaient à une vitesse folle. Mais Garvey, face à tout ça, il continue à vendre des actions. Oui, et c'est là que ça devient problématique sur le plan légal. Il continue à promouvoir la Black Star Line avec un optimisme débordant. Il promet sans cesse de nouveaux bateaux, comme le fameux Phyllis Whitley qui devait faire la liaison avec l'Afrique. Et qui n'a jamais navigué pour la BSL, c'est ça. Jamais, de manière opérationnelle. Alors que les autres navires sombraient ou étaient saisis pour dette, le Yarmouth a été vendu aux enchères pour 162 000 $, une misère. Lui continuait à faire miroiter ses nouveaux achats. Pour Cronon, c'est un mélange d'aveuglement, peut-être, et de nécessité de garder la flamme du mouvement allumée. Mais cette promotion continue, jugée trompeuse, va lui coûter cher. Exactement. C'est ça qui va mener aux accusations de fraude postale. Vendre des actions sur la base d'informations considérées comme fausses. Et pourtant, au même moment, l'UNIA est à son apogée en termes de visibilité, de spectacle. Oui, c'est le paradoxe. Le sommet, c'est la Convention internationale de l'UNIA à New York en août 1920. Un mois de folie.
Il faut imaginer ça. Des parades immenses dans Harlem. L'African Legion, en uniforme, bon, sans vraies armes, mais quand même. Les infirmières de la Black Cross tout en blanc. Des milliers de délégués venus de partout. Et le clou, c'est le meeting au Madison Square Garden. 25 000 personnes. Et Garvey, là, en maître de cérémonie? En plein dedans. Il apparaît en toge académique pourpre, verte et or, les couleurs de l'UNIA. Apparemment, il a été acclamé pendant 5 minutes d'affilée. C'était un spectacle de fierté et de puissance noire jamais vu. Et c'est là aussi qu'ils prennent des décisions symboliques fortes? Tout à fait. Ils adoptent la Déclaration des droits des peuples nègres du monde. Un texte important. Ils consacrent le drapeau rouge, noir et vert. Et Garvey est élu, tenez-vous bien, président provisoire de l'Afrique. Ah oui, quand même. Et ils créent une sorte de noblesse aussi. Oui, les chevaliers du Nil, les ducs du Niger, pour ces partisans, c'était l'affirmation ultime de leur dignité. Pour les critiques, c'était de la bouffonnerie dangereuse. Justement, les critiques, elles se font de plus en plus fortes à ce moment-là, non? Oui, surtout de la part de l'establishment noir américain. Des gens comme W.E.B. Du Bois de la NAACP. Qu'est-ce qu'ils lui reprochent principalement? Plusieurs choses. Sa démagogie, le manque de sérieux de ses projets économiques, la BSL en tête, évidemment, et puis son nationalisme noir, son séparatisme. Eux, ils luttent pour l'intégration, pour les droits civiques au sein de l'Amérique. L'idée de Garvey d'un retour en Afrique, ou même d'une nation noire séparée aux US, ça leur paraît irréaliste et contre-productif. Dubois était particulièrement dur avec lui, non? Très dur. Il l'a traité d'ennemi le plus dangereux de la race noire. Il y a eu une vraie campagne contre lui, Garvey Must Go, menée aussi par d'autres leaders comme A. Philip Randolph. Et il y a cet épisode qui a vraiment mis le feu aux poudres, hein. Sa rencontre avec le Ku Klux Klan. Ah oui, ça. En 1922, Garvey rencontre Edward Young Clark, un ponte du KKK. C'était difficilement justifiable pour beaucoup. Comment il a expliqué ça? Par une sorte de pragmatisme cynique. Il disait en gros, eux au moins, ils sont honnêtes. Ils veulent la séparation des races, comme nous. Mieux vaut parler avec eux qu'avec les libéraux blancs hypocrites. Mais pour la majorité des Noirs, rencontrer les types qui les lynchaient, c'était juste impensable. Une trahison. Ça l'a isolé encore plus. Clairement. Ça, plus l'échec d'un autre grand projet, la colonisation au Libéria. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Au début, ça semblait bien parti. L'UNIA négociait pour envoyer des colons, du matériel, pour établir une base en Afrique. Mais le gouvernement libérien a fait volte-face. Pourquoi? Probablement la pression des puissances coloniales voisines, la France et l'Angleterre, qui voyaient Garvey d'un très mauvais œil, et peut-être aussi une méfiance des Libériens eux-mêmes envers les intentions de l'UNIA. Résultat, en 1924, interdiction d'entrée pour les membres de l'UNIA et confiscation du matériel. Un coup terrible pour le rêve africain de Garvey. Et pendant ce temps, l'étau judiciaire se resserre à cause de la Black Star Line. Oui, l'affaire le rattrape. En janvier 1922, il est inculpé avec 3 autres responsables de l'UNIA pour fraude postale par le gouvernement fédéral. Et l'accusation portait sur quoi exactement? Sur le fait d'avoir utilisé la poste pour vendre des actions de la BSL en diffusant des informations jugées fausses sur la santé financière de la compagnie et sur la possession de navires comme le fameux Phyllis Wheatley. Et le procès? Il se défend comment? De manière spectaculaire, le procès a lieu en 1923. Il vire son avocat et décide d'assurer sa propre défense. C'était malin ça. Disons que ça a transformé le tribunal en tribune politique. Il a pu faire de longs discours, attaquer ses ennemis, mais juridiquement, c'était sans doute pas la meilleure stratégie. Il connaissait mal les procédures, il s'est parfois mis le juge à dos. Il verdicte. Il est le seul des 4 à être condamné. Pas sur tous les chefs d'accusation, mais sur un point précis. L'envoi d'une brochure BSL par la poste à un certain Benny Densi. Et il prend la peine maximale, 5 ans de prison et 1 000 $ d'amende. Il va en prison? Oui. Après épuisement des recours, il entre au pénitencier fédéral d'Atlanta en février 1925. Mais il ne fait pas toute sa peine. Non. Après quasiment 3 ans derrière les barreaux, sa peine est commuée par le président Coolidge, fin 1927. Mais? Il y a un mais. Oui, la condition, c'est l'expulsion immédiate. Comme il n'était pas citoyen américain, il est expulsé des États-Unis comme étranger indésirable. Un départ forcé donc? Oui, Cronon décrit son départ de la Nouvelle-Orléans en décembre 1927. Apparemment, c'était très émouvant. Des centaines de partisans en pleurs sur les quais, lui faisant un dernier discours enflammé, promettant de continuer le combat depuis l'étranger. Et est-ce qu'il y arrive à continuer depuis l'exil? Il essaye, vraiment. D'abord depuis la Jamaïque, puis il s'installe à Londres. Il organise d'autres conventions, lance de nouveaux journaux comme The Black Man.
Mais le cœur n'y est plus vraiment. Le mouvement s'essouffle. Oui. L'UNIA est coupée de sa base américaine, qui était essentielle pour les fonds et la mobilisation. En plus, il y a des divisions internes, des scissions, notamment avec la branche américaine qui s'était reformée. Les finances sont au plus bas. Garvey perd peu à peu de son influence. Et il meurt quand et où? Il meurt à Londres en juin 1940. En pleine guerre mondiale donc, dans une relative obscurité, loin de la gloire des années 20. Alors, si on fait le bilan, c'est une histoire incroyable, mais pleine d'échecs cuisants. La BSL, la colonie au Libéria, la condamnation, l'exil. Qu'est-ce qu'il reste de Marquis Garvey au final? C'est la grande question. Et la réponse n'est pas simple, hein. Si on regarde juste les entreprises concrètes, oui, c'est un échec. Tout s'est écroulé. Mais, Mais il y a autre chose. Oui. Et Cronan lui-même le reconnaît dans sa préface plus tardive, celle de 1969. Il dit que l'héritage de Garvey, en termes de conscience raciale, de fierté, est peut-être beaucoup plus important qu'il ne le pensait au départ. c'est là l'impact durable. Dans les têtes, dans les cœurs. Exactement. C'est ça le plus important. Garvey a réussi, à une époque terrible de racisme et de colonialisme, à donner à des millions de Noirs un sentiment de dignité, une fierté d'être noir, le sentiment d'appartenir à une histoire, à un destin commun. Ça, c'est indéniable. Donc, un échec matériel, mais une réussite psychologique et culturelle énorme, en quelque sorte. On peut dire ça, oui. Il a vraiment semé les graines du nationalisme noir moderne, du panafricanisme. Son influence est immense. Où ça, par exemple? En Jamaïque, aujourd'hui, c'est un héros national, considéré comme un père de l'indépendance. Son influence se retrouve chez les leaders africains qui ont lutté pour les indépendances, dans le mouvement Rastafari bien sûr, et même dans le Black Power aux États-Unis dans les années 60. Même ses critiques ont fini par le reconnaître un peu, non? Oui, même Dubois, tout en maintenant ses critiques sur le fond, a admis que Garvey avait été un organisateur de masse exceptionnel, un maître de la propagande qui avait su toucher les gens ordinaires comme personne. Il a prouvé que les masses noires pouvaient être mobilisées par cet appel à la fierté raciale. Donc, pour résumer, Garvey reste cette figure complexe, pleine de paradoxes. Un visionnaire qui a soulevé des millions de gens, mais aussi un leader dont l'ego, les méthodes, le manque de réalisme peut-être, ont conduit ses projets à l'échec. C'est exactement ça. Il a laissé une marque indélébile sur la fierté noire, c'est sûr. Mais ses solutions, elles, restent très discutées. Et son histoire soulève une question qui est toujours d'actualité finalement. Oui, comment on fait pour concilier une vision très forte, presque utopique, qui est souvent nécessaire pour inspirer les gens, surtout quand ils sont opprimés, avec la gestion au jour le jour, le pragmatisme, la compétence technique. Sans ça, la vision, aussi belle soit-elle, risque de rester juste un rêve. C'est une tension qu'on retrouve dans plein de mouvements, encore aujourd'hui. Ce difficile équilibre entre l'inspiration et la réalisation concrète. Une bonne question à laisser à nos auditeurs pour réfléchir.